je les ai annoncés justement au sommaire de ce grand journal. Ils sont là. William Kalengai, directeur général de Géopolis. Et puis, vous avez plusieurs autres casquettes. Non, ça va. Voilà. Déjà bien. Vous n'êtes plus quelqu'un à présenter au grand public. Et Freddy Moulumba, journaliste, politologue, et puis Directeur général aussi. directeur général du Télé groupe 7. de presse, Le Potentiel et Télé 7, Radio 7. Bonsoir. Bonsoir, cher. Merci d'être là avec nous ce soir. Le Congo, votre pays, on dit que c'est pas n'importe quel pays. Et quelque chose qui surprend, il semble que Dieu a un plan particulier pour cette nation. Selon Émile Kamimbaya, un compatriote qui a quitté la terre des hommes il y aura bientôt 8 ans, nous sommes tombés sur une publication, sur également une interview qu'il a bien voulu accorder en 2008, 2 mois après sa disparition totale de la terre. Il avait accordé cette interview à notre consoeur de Digital Congo. Il parlait de ce que Dieu lui a dit sur ce pays. Il a même parlé de ce dialogue maintenant, curieusement. Et dans quel esprit nous devons aller à ce dialogue? Nous allons prendre un extrait de cette interview. Et puis après, on va revenir pour commenter. Moi, personnellement, d'abord en 82, quand j'ai reçu l'appel de Dieu, c'est là que Dieu m'a fait voir que notre nation, le Congo, est une nation qu'il a créée dans le but non seulement, n'est-ce pas, de contribuer à l'épanouissement de l'Afrique, hein, mais du monde. Vous comprenez que, c'est pas prétentieux, ça. vous savez, je dis souvent aux gens, vous voyez un peu, quand vous voyez l'histoire d'Israël en Égypte, hein, qui était le peuple juif en Égypte? L'Égypte, c'était la grande puissance de l'époque. À l'époque, c'était les États-Unis de l'époque. Ils étaient des esclaves. Aujourd'hui, le Congo va jouer un rôle important dans le monde. Un rôle qui va influencer le monde. Vous comprenez? Je vous dis ici que pour comprendre cela, je peux expliquer, pour comprendre ce rôle, il faut voir quelques signaux. Hein, je prends quelques signaux dans le continent africain. Cette nation est appelée à incarner ce qu'on appelle la vision de la marche avec le Seigneur, avec Dieu. Et dès que nous voyons le Congo, pour qu'elle puisse aller de l'avant, pour qu'elle puisse décoller, il arrivera à un moment donné que cette nation, avec ses dirigeants, nous allons réellement inviter Dieu d'une manière officielle dans cette nation. L'inviter de manière solennelle, n'est-ce pas? Montrer au monde entier que nous avons essayé, n'est-ce pas, de bâtir cette nation avec notre génie humain, ce qui était bon. Hein? Mais pour réussir notre projet, nous allons inviter Dieu de manière officielle. C'est pourquoi dans la préface, vous voyez l'auteur, donc la personne qui m'a préfacé, il dit que quand cette nation va se tourner réellement vers le Seigneur, et quand on voit la souffrance congolaise, est une pédagogie de Dieu qui nous conduit progressivement vers cette prise de conscience nationale, de reconstruire le Congo avec Dieu. C'est vrai, dans la Constitution on en parle, on en parle dans la Constitution, mais ça va être un événement qui va marquer l'histoire du monde. Cette nation va se reconstruire avec Dieu. Ces dirigeants vont le reconnaître de manière officielle. Aujourd'hui, le destin du Congo, beaucoup de gens en parlent. Pour les uns, le Congo va être une nation qui va apporter au monde l'évangile à la fin de temps. C'est une réalité. Le Congo va contribuer à la grande évangélisation mondiale, ça c'est vrai. Pour les autres, le Congo est la gâchette. La gâchette. Le pont partirait le développement de l'Afrique sur le plan économique, ça c'est vrai, Pour moi, le Congo, son destin c'est plus que ça. C'est-à-dire que cette nation va être la première nation au monde qui va être reconstruite selon une architecture qui sera inspirée par l'esprit du Christ, c'est-à-dire l'esprit d'amour, l'esprit d'humilité, l'esprit du pardon, l'esprit de réconciliation, l'esprit de service. C'est-à-dire que cette nation, dans sa marche de la refondation actuelle, dès que nous avançons, elle va s'imprégner à un moment donné des valeurs christiques qui vont inspirer sa reconstruction. Je t'ai parlé de l'Afrique du Sud.
Tu vois, l'Afrique du Sud, pour être reconstruite, il a fallu qu'à un moment donné, cette nation, que ses dirigeants s'imprègnent des valeurs du Christ. Tel que le pardon, avec Mandela, l'humilité avec des clercs. Il a fallu que des clercs demandent au blanc de s'humilier, d'accepter que l'esclave devienne chef. Ok? Et que Mandela demande au noir de pardonner pour qu'ensemble, ils puissent fusionner pour créer la nation arc-en-ciel. Nous aussi, il va arriver un moment dans cette nation où les valeurs christiques, ok, c'est-à-dire l'amour, hein, le pardon, la réconciliation, l'amour agapé, l'amour agapé, pas seulement l'amour envers les gens qu'on aime, mais même l'amour envers ses ennemis, hein, va amener cette nation à être reconstruite sur ces bases. C'est pourquoi je dis ici que cette nation va être reconstruite par un esprit qui va donner au monde l'architecture d'une nation dont Christ est l'inspirateur. Il va inspirer la politique congolaise. Hein, il va inspirer les hommes politiques, n'est-ce pas, pour les amener, n'est-ce pas, à s'imprégner de ces valeurs, les appliquer. D'ailleurs, je crois dernièrement, j'étais quand même content. Dernièrement, j'ai vu, il y avait une grande rencontre, n'est-ce pas, au centenaire. Vous vous rappelez? Il y avait, on appelle ça la réconciliation Europe-Afrique. Lorsque celui qui répond le chef d'État a parlé, par exemple, Maître Koutouï, vous avez vu, j'ai aimé ça. Ça, ce n'est qu'un présage, tu comprends? Lorsqu'il a parlé, il a évoqué les valeurs évangéliques. Il a dit que c'est par ces valeurs que cette nation, n'est-ce pas, peut se construire d'une manière solide. Et il a même dit quelque part que le chef de l'État consacrait cette nation au Seigneur. Il a dit, hein, au Seigneur. Je dis, ce sont des signes qui ne trompent pas, que cette nation marche de manière progressive et pédagogique de Dieu vers ce destin. Et voilà, c'était en 2008. 2 mois après, il a été rappelé définitivement par son père. Et il a dit beaucoup de choses. C'est 45 minutes qu'on a synthétisé en 28. Ça, ce n'est qu'un extrait. La provision qui est dans ce pays, c'est par rapport à la grande vision que Dieu a pour ce pays et le rôle qu'il va jouer dans cette nation. Je commence avec vous, William Kalengai. Un commentaire. Vous connaissez la personne. Vous avez déjà écouté ça il y a des années. Merci Fabien de nous inviter. Nous sommes des professionnels des médias, des journalistes, des responsables. Si nous prenons la parole dans un contexte comme celui-ci, où on parle de la nation, on parle des dieux, on parle d'un homme, nous en pesons bien le poids. Et le poids ici, il s'agit de dire un peu ce que nous savons, humblement. Monsieur Émile Kamimbaï, je l'ai rencontré quand j'étais à l'époque directeur des informations Antenne A. Il venait me voir et il parlait de ce qu'il avait reçu de la part de Dieu. Et il parlait tellement avec simplicité que c'est parfois dans la simplicité que se cache la grandeur. C'est parfois, quand vous recevez des choses sublimes, vous avez tendance à les négliger. Il parlait, et Dieu merci, je l'avais écouté quand même. Et je lui avais dit, ce que vous dites là, beaucoup de gens l'ont déjà dit un peu. Si vous voulez que vous soyez écouté et suivi, écrivez un ouvrage. Si vous écrivez un ouvrage, revenez me voir. Je ferai avec vous une émission pour parler de votre vision reçue de la part de Dieu. Il a écrit un ouvrage, mais il n'est pas revenu. Et c'est il y a quelques semaines seulement que j'apprends, non seulement qu'il n'est plus de ce monde physiquement, mais que c'est un ouvrage que j'ai eu le temps de lire, est exactement le reflet de ce qu'il disait il y a une dizaine d'années. Oui, je pense que de temps en temps, nous devons offrir au débat général d'autres perspectives, d'autres éléments d'analyse. On ne peut pas simplement s'arrêter aux éléments du pouvoir. Il y a aussi d'autres facteurs plus importants, notamment la grande destinée d'une nation. Et je crois que Émile Kamimbaï, que Dieu l'a déjà reçu dans son amour, je l'espère, a touché quelque chose d'essentiel. Il l'a écrit et il a quitté ce monde dans l'anonymat, dans le silence total, sans que personne ne le sache, sans que le jour de son animation, aucune autorité ne soit au courant. C'est cela, moi, qui me tique. Ce sont les signes-là d'une guidance éminente. Quand vous êtes guidé d'en haut,
Dieu utilise la simplicité pour toucher le peuple. Voilà ce que je peux dire en entrée de jeu. Je l'ai rencontré, je l'avais écouté, et il a fait ce qu'il a promis. Il a fait d'ailleurs davantage. Il est parti de la terre sans tirer aucun profit personnel du message qu'il lui-même a envoyé. Freddy Mulumba, vous êtes parmi les grands dans le monde médiatique dans ce pays. Le courroie en fait, une sorte de courroie de transmission entre le peuple et les dirigeants. Vous les côtoyez chaque jour. Est-ce que le contenu de ce message, le fait que le potentiel que Dieu a enfoui dans ce pays ne soit pas un fait de hasard, est-ce que ça vous interpelle? Est-ce que les politiques que vous côtoyez sont conscients de cette réalité? Oui, cher ami, il faut dire que j'ai connu la personne, ça fait un bout de temps. Donc, quand il vivait, on s'est rencontrés, on s'est parlé, il ne savait pas qu'il était décédé. Je ne savais même pas. C'est la première fois quand j'ai vu les images, c'est là où je l'ai vu, j'étais très surpris, quoi. Mais il faut dire que son discours, pour ceux qui croient, tout le monde ne croit pas. Hein? Pour ceux qui croient, il parle du Christ. Pour ceux qui croient, c'est aux ancêtres. Il y a quelque chose d'un peu spécial. C'est de voir le Congo n'est pas n'importe quel pays. D'abord, on verra que dès sa construction, sa naissance, c'est un petit pays comme la Belgique, avec le roi, Léopold II, qui a pu dribbler toutes les grandes puissances pour arriver à construire le Congo. Et les amener à Berlin sans que lui-même ait mis pied au Congo. Et puis, quand Léopold II faisait ses aventures, il ne savait pas que le Congo pouvait avoir beaucoup de minéraux comme aujourd'hui. On a découvert après. Mais pour Léopold II, c'était une manière de reconnaître que la Belgique était petite et être roi du Congo, c'était aussi la grandeur. Deuxième élément, le Congo était indépendant avant d'être colonie belge. Il n'y a pas d'effet du hasard. Troisième élément, c'est géographique. Vous voyez un peu le fleuve du Congo. Le fleuve Congo, il quitte de Katanga jusqu'à l'embouchure. C'est la colonne vertébrale. Donc pour ceux qui croient, ce n'est pas un fait du hasard. Le Congo doit avoir une mission. Je pense que notre ami l'a très bien dit. C'est celle de servir de fer de lance de l'Afrique. Maintenant la question, est-ce que les élites congolaises sont-elles conscientes? Point d'interrogation. Je pense qu'au cours du débat, on va de plus loin. Très bien. William, l'élite congolaise ou celle qui prétend justement prendre la destinée de ce pays, est-ce qu'il faut absolument qu'elle soit au courant de ces réalités? Est-ce qu'elle doit pénétrer cette dimension, la dimension spirituelle de l'existence de ce pays et même la portée des richesses qui sont enfouies? Vous savez, je voudrais citer rapidement là, quand le président Joseph Kabila disait, il y a un de ses discours, quand il disait que nous sommes les descendants de Kimpavita, de Simon Kimbangu, ce ne sont pas des chefs d'État. Les deux, en tout cas, qu'il a cités, ne sont pas chefs d'État. Mais ça signifie qu'il y a une lignée. Cette lignée-là, il la trouve où? Simon Kimbangu était un catéchiste. Il a vécu à Kamba, dans les grands dénuements. Mais pourquoi les chefs d'État pensent que nous en sommes les descendants? Ça signifie qu'en réalité, nous sommes, d'une certaine manière, nous sommes tributaires des efforts immenses, puissamment acquis par ces grands monuments. Non, la dimension spirituelle est essentielle pour une nation. Parce que comment nous allons vivre ensemble? Comment nous pouvons expliquer que notre pays, depuis 2 siècles, ait possédé les solutions aux problèmes du monde? Freddy vient de dire tout à l'heure que depuis 1885, nous sommes un État indépendant du Congo. Vous allez voir que les grandes crises que le monde a connues ont eu d'une manière ou d'une autre une solution au Congo. Nous sommes en 1917-18, la Première Guerre mondiale déjà. Les Alliés ont besoin des hommes pour aller combattre les Allemands parce qu'ils sont décimés.
On prend donc des Congolais qui sont partis à Tabora, qui sont partis à Gambela, qui sont partis en Birmanie pour aller défendre cette terre-là qui avait reçu d'une certaine manière le message chrétien. Nous sommes en 1940-45. Il faut mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale. Il faut donc produire une arme qui puisse mettre fin à l'invasion nazie, et c'est le Congo qui donne l'uranium. Il ne faut pas oublier ce genre de choses. Aujourd'hui, on vient de signer l'accord de Paris. J'ai fait un raccourci pour ne pas citer trop d'exemples. On vient de signer l'accord de Paris, on demande à ce qu'on puisse garder au moins 2% pour le changement climatique. Mais on compte sur qui? On compte sur les pays comme le Congo. Nous sommes le deuxième bassin du monde. C'est-à-dire que nous allons participer à la solution qui existe. Donc le pays ne peut pas avoir reçu autant de richesses. Je vous informe que la NASA, pour aller sur la Lune, etc. et tout, certains minéraux, notamment la loechite, ont été produits dans le pays. Parlez du nobium. Le nobium et la loechite, c'est dans notre pays. Aujourd'hui, nous sommes dans l'économie numérique. L'économie numérique, ça signifie les téléphones, la radio, tout ce qui existe aujourd'hui. L'économie numérique, c'est les coltans, c'est les téléphones portables, c'est les coltans. C'est notre pays qui a la plus grande réserve. Et vous comprenez, vous ne pouvez pas vous vanter simplement d'avoir ces choses. Ces choses sont chez nous avant que nous n'y soyons. Avant que l'homme n'apparaisse, ces richesses étaient ici. C'est lui qui les a déposées. Il les a déposées pour une raison. C'est comme ça que je suis d'accord avec Émile Kamimbaï. Quand il dit, et c'est là où les intellectuels sont interpellés, vous ne pouvez pas avoir reçu une si grande provision dans ce pays sans en même temps chercher où est la vision. Pourquoi sommes-nous si potentiellement riches? Pourquoi avons-nous tout ça? Évidemment, c'est pour résoudre des problèmes du monde. Et ça, il faut porter vision. C'est comme ça qu'un homme comme lui, je pense, et je le confirme ici, en ayant lu son document, et je ne peux pas me cacher comme mon voisin de gauche un peu, hein, qui dit que c'est qu'il croit. Moi, je pense qu'un pays comme le nôtre a besoin de la foi. On a besoin de croire. Parce que si nous ne croyons pas, comment nous allons survivre aux catastrophes qui nous guettent? Comment nous avons survécu à l'esclavage? Comment on a survécu à la colonisation? Comment on a survécu à la dictature? Comment on survit à la pauvreté d'aujourd'hui? C'est parce que quelque part, il y a un filon, une forme de cordon qui nous retient en vie parce que nous avons une mission à accomplir. L'élite intellectuelle, c'est droit d'entrer dans la vraie spiritualité. La vraie spiritualité, ce n'est pas de l'occultisme. La vraie spiritualité, c'est l'amour du prochain. La vraie spiritualité, c'est concevoir l'enjeu personnel comme étant une partie de l'enjeu général. C'est-à-dire, je ne peux être bien en tant qu'individu que si le corps auquel j'appartiens, la communauté, est bien. Avoir une telle vision, c'est être spirituel. Et Christ n'a pas cherché sa propre cause ou son propre intérêt, il a cherché l'intérêt de tous. Voilà. Freddy Mulumba, la dimension Dieu dans une nation laïque, aujourd'hui, lui dit qu'on ne peut rien faire sans intégrer Dieu. Il ajoute à cela l'amour, le pardon, la réconciliation. À ce stade où nous nous préparons pour un dialogue apparemment incontournable, comment pouvons-nous capitaliser, comment pouvons-nous intérioriser cette dimension? Oui, je ne voudrais pas remettre en cause la foi de mon ami Willy Kalenga, et chacun croit. Mais j'estime que Dieu, c'est l'amour. L'amour est partout. Mais ce qui ne croit pas. Donc on s'est mis par là parce que c'est un débat philosophique et théologique, il ne faut pas y entrer dedans. Mais il faut démontrer que le Congo, à part ses richesses, aussi un pays de drames. Nous avons connu des drames. Les premiers drames, c'est des génocides oubliés. Beaucoup de Congolais jusqu'à présent, ne sont pas au courant, ne sont pas informés. C'est ce qu'on appelle les caoutchoucs rouges, les mains coupées. Léopold II, avec l'unité nationale anglo-saxonne qui gérait l'État indépendant du Congo, sont parvenus à tuer au moins 40 millions de Congolais. C'était presque la moitié de la population congolaise. Tout ça pourquoi? Parce qu'il fallait produire du caoutchouc. Et le caoutchouc était demandé sur le plan international. Donc c'est le marché international. Oui. Parce que l'automobile venait d'être inventée. On avait besoin de pneus. Et pour faire des pneus, il y avait du caoutchouc chez nous. Premier drame. 40 millions de morts. Donc un génocide oublié par la communauté internationale, comme d'habitude. Deuxième drame.
Actuellement, nous parlons entre 6 et 10 millions de morts. À cause de quoi? Du coltan. Vous voyez, Dieu nous a donné tout. Mais cela aussi, il y a l'autre revers, c'est les drames. Ça fait 6 à 10 millions de morts. Personne n'en parle. On ne voit pas les droits de l'homme faire un peu les plaidoyers pour qu'on juge au moins ceux qui sont à la base de ces génocides. On n'en parle même pas. Donc, c'est pour dire ceci. Il faudrait que les autres Congolais comprennent. Nous sommes dans un monde des intérêts. Il faut faire attention. Parce qu'on a l'impression, on pense que même quand on prie, Dieu va tomber du ciel pour nous aider, pour combattre pour nous. Non, nous devons nous prendre notre destin en main. En tirant bien entendu les leçons du passé, c'est des génocides qui viennent de se passer, totalement oubliés par les autres, et se préparer. Mais on disait ceci, quand vous avez des richesses, si vous ne savez pas les protéger, on viendra les prendre gratuitement. Voilà pourquoi les Congolais doivent avoir une forte armée, une grande armée, qui doit défendre les richesses. Il ne faut pas écouter ceux qui viennent nous dire la paix, la paix, la paix. Sans armée, il n'y a pas de paix. N'importe qui peut se réveiller le matin, prendre une petite armée et vous envahir. Donc, nous devons nous préparer à ça. Il ne faut pas écouter les discours de la soi-disant communauté internationale. Il faut se méfier parce que l'Amérique, la Russie, la Chine, qui vous demandent d'être des pays pacifiques, sont les mieux armés du monde. Comment est-ce que vous demandez, vous qui avez beaucoup de richesses, en vous disant non, croisez les bras, on va vous protéger. Non. Là, on n'écoute pas ces discours-là. Une leçon, il faut se préparer à affronter parce qu'on a des richesses. Deuxième leçon, c'est la grandeur d'un pays. Tout est construction. Il faut construire dans l'imaginaire des Congolais cette fierté d'être Congolais, cette fierté d'être grand, cette fierté d'être riche. Mais cette fierté, cette grandeur, ce n'est pas pour imposer les autres. C'est pour construire. Franck Fanon l'a dit, le Congo c'est tel, ça a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve. Il parlait de l'Afrique. De l'Afrique. Vous comprenez? Ce n'est pas un fait du hasard. Donc nous avons une mission africaine. Mais en l'absence de l'esprit de consécration, à l'absence de la fierté nationale, comment ceci serait-il possible? Vous avez oublié quelque chose, le Congo a survécu au démembrement. Tous les calculs, vous voyagez beaucoup, on dit que tous les calculs ont échoué. Freddy Mulumba, vous mettez ça à l'actif de quel phénomène? Est-ce que c'est dans cette vision divine de la destinée que le pays, ou du rôle que le pays va jouer, ou c'est un fait de hasard? Non, il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a pas de hasard. Je pense que la nature a fait ce que le Congo soit là pour une mission. Mais si les autres ont échoué, c'est parce qu'il ne faut pas oublier. C'est grâce d'abord à l'esclavage, la traite négrière, aujourd'hui qu'il y a des grandes fortunes en Occident. Toutes les grandes fortunes occidentales se sont construites sur le sang des Africains et des Congolais en particulier. Et la grande partie qui sont partis travailler dans les plantations en Amérique, tous ces Noirs, ont enrichi les Européens, en particulier les Américains. Donc ce ne sont pas des richesses propres. Ça vient du sang des Africains et du Congolais. Ça, et de deux qu'il faut aussi comprendre, dans ce monde où il y a tous ces intérêts, dans ce monde où il y a, comment dirais-je, ce capitalisme qui essaye un peu de connaître l'imitation, il faut qu'on tire les leçons. Parce qu'on a tendance à oublier. À cause de la révolution commerciale, on a connu l'esclavage, la traite négrière. À cause de la révolution industrielle, on a connu la colonisation. À cause de la révolution du numérique, on ne sait pas, nous serons dans quelles conditions. Mais ce qui est dramatique, et si on ne prend pas conscience, qu'on devienne des esclaves sur notre propre continent, sur notre propre territoire. D'où l'importance des élites. Pas les élites qui passent tout le temps à chanter, à danser, à manger, à boire. Les élites doivent réfléchir. Et pour cela, il faudrait des intellectuels qui doivent penser, qui doivent remettre en cause, qui doivent orienter l'opinion. Et quand vous venez à Kinshasa, je m'excuse un peu, vous trouverez nos intellectuels, ceux qui réfléchissent par procuration, avec les discours des autres, les concepts des autres, qui reproduisent. Vous trouvez des intellectuels qui, très souvent, avec une certaine arrogance, qui méprisent le peuple, les anciens évolués.
vous trouvez les intellectuels, des jouisseurs, surtout quand ils sont au pouvoir, et quand ils mangent, ils oublient leur propre population. D'où les conséquences que nous vivons aujourd'hui. Un pays très riche, une population pauvre. Ça signifie quoi? Ceux qui habitent, les intellectuels, je ne parle pas le peuple est conscient. Ces élites qui ont été formatées dans une néocoloniale est au service des intérêts étrangers. D'où notre misère. Sont-ils conscients? Point d'interrogation. Alors, William, il dit qu'il faut un pouvoir sage. Émile, il faut un pouvoir sage, un pouvoir humble, il faut une opposition constructive et sans haine. Il faut plutôt une prêtrise par de l'Église consciente, qui éclaire, et une société civile éveillée. Je crois que cette dimension, vous l'avez perçue autrefois. Il est vrai que je peux conseiller simplement aux téléspectateurs de lire les livres. Parce que c'est un livre qui est sorti, donc chacun peut s'en faire une idée personnelle. Il faut aller à la rencontre de la pensée des autres, et la maîtriser, la dompter, en faire sienne si possible. Il faut une relation dialectique avec la pensée des autres. Ce que j'ai pu comprendre dans son ouvrage, il dit effectivement que la condition, Freddy me le rappelle, philosophique, moi je reste spirituel, la conduite des hommes, c'est une conduite d'abord par les cœurs. Parce que pour que vous vous réveillez le matin et que vous veniez organiser la vie de la nation, vous organisez la vie d'un département, vous devez porter votre communauté et les hommes qui habitent dans votre cœur. Les conditions du cœur, les conditions de la sagesse intérieure sont essentielles pour être devant des autres et les conduire. La science seule ne suffit pas. Le savoir technique ne suffit pas. Il faut aussi qu'il y ait du savoir du cœur. C'est cela que j'ai perçu dans l'ouvrage de Kamembaye. Quand il dit que nous avons besoin de conducteurs d'hommes, et il a même cité l'exemple de Mahatma Gandhi. Vous savez, nous sommes en Afrique du Sud, Mahatma Gandhi, il est avocat en Afrique du Sud, il provoque une grève là-bas. Il est expulsé, il est rentré en Inde. Il arrive en Inde, il se rend compte que son propre peuple, il croupit sous le poids de la colonisation. Il fait une pression sur les colonisateurs pour qu'ils obtiennent l'indépendance de l'Inde. Qu'est-ce qu'il devient, lui? Il a compris que le peuple n'était pas... Si je prends aujourd'hui un poste, je vais jouir de mes privilèges de fonction, je vais oublier l'idéal qui m'a fait revenir d'Afrique du Sud. Il se désengage des fonctions politiques, il prend une fonction d'éducateur du peuple. C'est comme ça qu'on l'a appelé le Mahatma Gandhi. Il commence à prononcer des paroles de sagesse qui vont fonder l'Inde d'aujourd'hui. Les Indiens, quand vous les regardez, c'est un peuple travailleur. C'est un peuple qui est dans l'accumulation, mais pour la communauté. Et qui étonne le monde aujourd'hui. Dans le domaine technologique aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, puissance parce que, comme l'a dit tout à l'heure Freddy, c'est pas une société des jouisseurs. Mais ils ont été formatés par une grande personnalité. Et ce sont ces hommes-là dont il s'agit. Il est temps que dans notre pays s'élèvent des hommes dont la parole est puissante. Quand il dit au peuple quelque chose, pas pour son intérêt, il ne va pas aller aux élections, il ne prendra pas un poste, mais les paroles de sagesse construisent les vertus des peuples. C'est comme ça que, au travers de l'histoire, il n'a pas cité que Mahatma Gandhi, il a cité Frantz Fanon, on peut citer Martin Luther King, on peut citer Patrice Lumumba. Encore que Mandela n'est pas très loin. Mandela, quand il dit que je suis le capitaine de mon âme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a compris que l'âme qui a été formatée comme âme d'esclave, noire, pleine de scrupules complexes, destinée à l'abattoir, à l'usine du grand capital, il faut se sortir de là et entrer avec l'autre en négociation. Je pense que nous sommes quand même dans une période extrêmement importante, notre pays. Nous naviguons, nous gérons un virage vers l'avenir et nous devons comprendre que les richesses qui sont chez nous, c'est une provision, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour les problèmes qui sont dans le monde. Jusqu'à ce jour, le monde est venu le prendre un peu forcé.
Et la question qui nous est par posée... une brutalité sans précédent, avec la facture humaine... Une rudesse indescriptible. Alors aujourd'hui, aujourd'hui nous avons parlé de la révolution numérique. Demain, ça sera l'économie verte. Demain, nous allons avoir ce qu'on appelle les réfugiés climatiques. C'est dans notre pays que se trouvent les solutions au problème du réchauffement climatique. Nous devons donc être conscients, développer un leadership consciencieux, c'est-à-dire fondé sur la compréhension des enjeux et ne méprisant pas le peuple. Parce que le peuple, notre peuple a besoin de cela. Nous avons besoin de protéger ceux qui ne connaissent pas encore pour qu'ils croissent en maturité, de manière à ce que le jour où nous ne sommes pas sur terre, ils puissent perpétuer la vision que nous avons. Aujourd'hui, Émile Kamembaye n'est pas avec nous. Il a fait sa part. Il a écrit ce qu'il a reçu. Il nous a transmis. C'est nous maintenant que on va juger de la manière dont nous avons lu un message aussi puissant qui nous a été transmis. Alors, il dit que le monde entier viendra ici pour reconnaître le secret de notre mystère, de notre miracle, sur le plan économique et financier. Ils viendront voir comment avons-nous réussi avec Dieu. Freddy Mulumba, un peuple qui ne connaît pas qui il est et le pays que Dieu lui a donné. Avec une élite qui ne connaît pas, vous l'avez appelé une élite de jouissance, une élite qui n'écoute que la voix de son ventre. Cette élite qui ne connaît pas le pays que Dieu lui a donné. Est-ce que c'est possible d'amener, même s'il y a pardon, réconciliation, même s'il y a amour, est-ce que nous parviendrons à faire jouer à notre nation son vrai rôle, sa véritable destinée? Vous savez, cher ami, moi j'ai toute confiance et j'ai l'espoir pour ce pays. Il suffit de voir combien les Congolais écrivent. Nous sommes peut-être le deuxième pays après peut-être dans l'Afrique noire, après le Nigeria, qui publions beaucoup. Allez chez l'Harmattan, vous verrez le nombre d'ouvrages écrits par des Congolais. Faites le tour de Kinshasa, il y en a ceux qui ont même des pamphlets, qui gardent encore des manuscrits, n'ont pas l'argent pour publier. Ça prouve que la société bouillonne. Mais pour ceux qui nous regardent, donc des étrangers, qui nous méprisent, parce qu'ils au Congo, il n'y a rien. Pour ceux qui nous regardent avec ce mépris, avec des clichés, ils ignorent que le Congo fonctionne. Parce qu'on reconnaît un peuple par sa culture. Le Congo, les Congolais, c'est un grand peuple. Ça, on ne peut pas le contester. On le voit d'abord en musique. On a fait danser presque tout le monde à travers toute l'Afrique centrale et l'Afrique noire. Mais l'élément le plus important ici, c'est de se poser la question, comment aujourd'hui, avec tant de diplômés, tant de docteurs en économie, en politique, en sociologie, en philosophie, en histoire, pourquoi l'État, pourquoi le Congo ne décolle pas? Je pense que la première question qu'on doit se poser, pourquoi nos élites, quand ils accèdent au pouvoir, ils doivent s'enrichir au détriment de la population? Ce sont des questions. Est-ce que nos responsables dans nos villages, est-ce que vous voyez que les responsables prennent l'argent au détriment de la population? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Il faut aller maintenant dans l'histoire, dans l'éducation. Nous avons connu une très mauvaise colonisation. D'abord, on a fait croire à certains qui sont civilisés face à ce qu'on peut appeler des indigènes. Ceux qui étaient à l'école des Blancs, à l'école moderne, ont un mépris pour ceux qui n'ont pas, qui ne sont pas passés par cette école-là. On les appelait les évolués. Les attitudes des évolués n'est pas différente des attitudes des intellectuels d'aujourd'hui. Il faut voir leur arrogance. Ils parlent français, ils méprisent. Chez nous, en Tchoulouba, on appelle, ce sont des bifabriqués. Donc les gens qu'on a construits, ce ne sont pas des hommes, parce qu'ils ne servent à rien. Donc il y a ce problème-là. Il faut travailler, éducation d'abord, université, mais général enseignement. Il faut essayer de revoir, je dirais, la culture, l'imaginaire des Congolais. Parce que le Congolais n'a pas confiance en lui-même. Il est aliéné et complexé. Et jusqu'à présent, il n'est pas conscient que le pays est trop riche. Il faut savoir se préparer pour les gérer. Par contre, ils ont tendance à voir que toutes les solutions viendront de l'étranger. Et tu les vois. Tout le monde pleure. Il suffit qu'on donne des ordinateurs, la presse congolaise, la télévision et les journaux. On a fait un don de des ordinateurs de tel pays. Alors qu'on peut les acheter nous-mêmes. Je vous informe que on a une manifestation de remise des téléphones portables. C'était 4 aux radios communautaires par
l'UNESCO, j'ai dit à mon confrère cameraman de ne pas prendre ces images. Et j'ai dit au directeur de l'UNESCO, je ne traiterai pas cet aspect parce que ça, c'est moquer des Congolais. Voilà, c'était pour vous dire qu'ils sont pas les mêmes. C'est pour vous dire que nous sommes restés dans cette culture de la cueillette et de la main tendue. Pessa, Kabelangaï, il n'y a que ça. Même au niveau politique. Moi, personnellement, on ne peut pas accepter avec tout ce qu'on a comme richesse qu'on aille se mettre à genoux pour quelques millions. On a tout ici. Alors, on vous donne ces millions pour mieux vous asservir et vous exploiter. À un moment donné, il faut dire non. Tous les peuples qui ont dit non à la domination sont des peuples qui sont développés. Et si on ne le fait pas ça, on fait plaisir qu'on vous dise que vous êtes un bon noir, un bon Congolais pour vous flatter. On se trompe. Nous devons nous préparer psychologiquement et mentalement pour affronter toutes ces autres menteurs, tous ces autres menteurs qui veulent nous mentir ici. Il faut un langage de vérité face à face et savoir que ce sont des relations, ce sont des rapports de force. La responsabilité. Et tant que les Congolais n'ont pas construit ces rapports de force, nous resterons toujours dominés. La liberté a un prix, il faut se battre. Alors, on conclut. William Kalengai, Émile dit, le XXIe siècle, c'est le siècle du Congo. Il dit que c'est imminent, ces choses vont s'accomplir étape par étape. La souffrance que vous évoquez, il dit qu'elle est pédagogique parce qu'il faut que le monde sache que Dieu a choisi une nation pour un but. On conclut avec vous. Très rapidement, je prends l'image qu'il est dans son livre. Il prend l'exemple de Joseph en Égypte. Il dit que Dieu savait qu'il y aurait une pénurie. Il voulait protéger son peuple de la souffrance de la pénurie. Il a fait donc un homme qu'il a mis à côté de Pharaon pour que celui-là organisât la provision. De manière à ce que quand vient la précarité, il y ait quelque chose à manger pour son peuple. Notre pays a été organisé pour devenir une si forte provision. Il nous faut donc une révolution intérieure, une révolution culturelle, comme on peut le dire, pour que nous soyons à la mesure du défi. À la mesure du défi. Parce que si un homme a fait 30 ans en prison dans ce pays, 30 ans, je parle de Simon Kimbangu, parce qu'il avait dit, quand il a vu venir un jour, que l'homme noir que nous sommes, nous serons à la tête de quelque chose. Il l'a dit. Il a fait 30 ans en prison. Ça doit avoir un sens. Si nous avons eu un homme qui a dit que l'histoire du Congo ne s'écrira pas à Bruxelles, à Londres, à Paris, et que pour cela il a fait moins de 3 mois aux affaires. Il n'a laissé aucun compte en banque par rapport à voilà. Ça signifie que nous ne pouvons pas être ce qu'on appelle une génération sacre, c'est-à-dire avec les syndromes d'achat compulsif. L'accumulation des biens, des richesses ne peut pas être le seul aspect par lequel on nous reconnaît. Nous sommes un peuple qui devons gérer les provisions à notre disposition pour régler les inégalités. Nous devons être capables aujourd'hui, en tant que nation, de savoir que nous sommes le deuxième pays qui a le plus grand nombre de voisins après la Chine. Ça signifie 9 voisins. Nous sommes donc d'une manière ou d'une autre co-responsables de l'avenir de toutes ces nations-là. Le Congo a un leadership à jouer, mais le premier grand leadership, on ne peut l'obtenir dans l'humilité. Il faut donc que ceux qui pensent avoir le pouvoir, le savoir, le remettent en cause humblement et qu'ils sachent qu'il n'y a qu'une seule source du savoir et du pouvoir. Moi, j'ai dit c'est Dieu et qu'il faut se remettre à lui parce qu'en réalité, la nature nous enseigne que quel que soit notre génie, si nous ne faisons pas avec elle, elle nous ramène à notre propre simple expression. Et je suis content parce que ce que Émile Kamambaye a dit, il a dit c'est au Congo que va naître vers la fin du XXIe siècle un type d'homme capable d'être copié par les autres. Nous sommes donc un laboratoire dans lequel la grande destinée du grand architecte est en train de construire un modèle. Alors, laissez-nous conduire d'en haut. Et voilà. Tout est dit. Freddy Mulumba et William Kalengai, je vous remercie d'être venus et d'avoir partagé avec nous autour de ces valeurs. Lorsque nous aurons vécu,
dans la vieillesse, rassasiés de jour, et lorsque nous serons partis, qu'est-ce que les enfants, nos petits-enfants diront après nous, de nous? C'est la grande question. On dit que rien n'est un fait de hasard, cette nation et son potentiel. Vous pouvez continuer à enrichir ce partage chez vous. Bonsoir. Le sujet en rapport avec les techniques de résolution des conflits, n'est qu'une partie remise. On vous retrouve dans la seconde partie. Au revoir.